Antoine Morio, bonjour. Bonjour. On est très heureux de t'avoir pour la chaîne Castelet qui va s'intéresser aux arts de la marionnette. Avec toi, on a envie de parler de plein de trucs, mais avant, j'aurais aimé que tu te présentes de manière brève comme ça. Comment tu te présentes toi ? Comment je me présente moi ? Bon, en règle générale, je me présente en mode je suis intermittent du spectacle, j'interviens dans le son et la lumière depuis des années. Voilà, et après j'accompagne du spectacle d'art de rue, c'est un des domaines que je préfère, je pense qu'on aura le temps d'en reparler un petit peu. De la marionnette que j'ai découvert qui a changé ma façon de voir la lumière en fait, parce que ça ouvre d'autres possibilités. Voilà, du théâtre, je viens du monde de la musique, donc j'ai fait beaucoup de concerts. J'ai attaqué très jeune par la techno, donc ça fait un petit parcours un peu singulier au service de la création et des artistes. Voilà. Ouais, super. On avait envie de parler avec toi pour parler technique, justement, rue, différence, lumière, tout ça. C'est que t'as plein d'idées, souvent. Et du coup, ça nous intéressait d'avoir tes angles de vue. Ouais, après, c'est pas forcément moi qui ai plein d'idées. En fait, chaque spectacle, c'est une construction en équipe, en fait. Il y a la volonté d'un metteur en scène, d'un auteur, d'un directeur de compagnie de vouloir monter quelque chose. Il a ses idées. Après, on dit, ouais, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Par contre, on peut aller chercher ailleurs et autre chose en fonction des budgets, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même ce qui en fait c'est à double tranchant, ça nous oblige à rester dans un cadre et en même temps justement d'avoir un cadre des fois restreint, ça nous pousse à aller chercher plus loin, différemment en fait. Ouais, et c'est ça que je trouve hyper intéressant dans l'art de rue parce qu'il n'y a pas énormément de fond. Dans la marionnette, c'est un peu différent, c'est que la marionnette ça oblige en soi à aller trouver autre chose à faire en termes de lumière. Parce que à quel moment est-ce qu'on fait vivre que la marionnette ? À quel moment est-ce qu'on se permet de faire voir les manipulateurs ? Et puis on peut tout faire avec une marionnette en fait. Une marionnette, ça peut voler. Un homme, c'est plus compliqué. Voilà. Et comment t'es arrivé toi dans la technique ? Enfin, tu vois, quand t'étais comment de jeune, sûrement lycéen, à un moment donné, tu t'es dit moi ça s'est fait. En fait, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était technique très jeune dans des églises. En fait, j'ai mon parrain qui était prêtre et du coup dans son église il y avait des petites sonos. Il faisait des retraites de profession de foi avec les gamins, donc il avait besoin d'un micro, il avait besoin d'enregistrer des trucs, etc. Et savoir pourquoi, j'en sais rien. Connecter un fil rouge sur un bouton rouge, un fil noir sur un bouton noir, ça m'a fait kiffer. Et puis que derrière ça, avoir du son, je fais c'est carrément génial. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Après, je suis parti dans la musique électronique, dans les fins des années 90, donc vraiment au moment de la naissance des grosses musiques et du gros son électronique. Un autre domaine, passer de l'un à l'autre, voilà. Ou là, en tant que DJ, parce que j'adorais le son, le fait d'être dans des free parties, ça t'oblige à monter toi-même ton son, donc à t'intéresser à la technique. Et puis voilà, les choses ont suivi un peu leur cours comme ça. Après, dans le concert, je me suis mis à la guitare, donc il fallait faire du concert. J'avais l'habitude de l'autoproduction, donc allez, on y va. Il nous faut quelque chose, il nous faut des lumières, il faut machin. Ah merde, lumière, je connais pas bien. Je me suis renseigné en fait. Et tu t'es formé comme ça sur le tas ? Je me suis formé sur le tas, ouais. J'ai repris quand j'avais 30 ans, j'ai repris un diplôme d'ingé son pour obtenir un poste sur une scène nationale que j'ai pas eu en termes de théâtre. Parce que la formation, en plus j'ai pris une formation longue durée, donc le poste avait sauté, etc. Mais après ça m'a donné de la confiance en moi en fait, de réussir un examen. Ça mettait une sorte de toi t'es effectivement ça. Alors j'ai horreur de ça, mais t'as quand même cette étiquette là parce que t'as le diplôme. Donc ça m'a donné une forme de légitimité dans le son. Qui m'a boosté juste par ma propre volonté en fait. C'est que d'un coup j'ose aller plus loin, j'ose faire différemment, j'ose m'affirmer, voilà.
Puis j'en ai eu un peu marre du concert et de la façon, du rythme en fait, qui était posé juste sur le son. Je me suis intéressé au théâtre. Je suis arrivé au petit Pocket Théâtre à Nogent, où là il y avait besoin de techniciens. Moi je suis arrivé là parce que je faisais de la chanson. Donc je m'étais dit tiens, si je faisais du théâtre, ça m'aiderait à parfaire mon jeu de scène en fait. Pour monter sur scène, du coup, t'es allé au théâtre par volonté de... Ouais, en disant, je vais être un grand chanteur, je vais machin, donc j'ai besoin d'un jeu de scène, j'ai besoin de confiance en moi, de jeu, en fait. J'ai une guitare dans les mains, je peux pas faire grand chose, j'envoie des textes en français, plus ou moins intelligents, c'est pas à moi de jauger ça, mais voilà, et du coup, je suis arrivé là au théâtre, et dans ce Pocket, il manquait quelqu'un à la technique. J'ai fait, mais moi, je connais très bien le son, je connais un peu la lumière, on y va. Et j'ai continué à développer tout un tas de choses. Donc je suis parti après sur en tant qu'intermittent, sur des prestations de services avec des mecs qui montaient du coup du concert, qui montaient de l'événementiel pour de la com, etc. Et je suis parti essentiellement dans la lumière. Je me suis vendu comme étant un super lighteux. Ce qui n'était pas le cas, mais j'ai appris plein de trucs. J'ai appris plein de trucs en fait sur du matos que j'utilise peu aujourd'hui. Ça m'arrive malgré tout, comme des automatiques, etc., qu'on utilise beaucoup en concert, en théâtre. Jusqu'alors, moins. Ça commence à changer parce que le LED, c'est en train de changer, quoi. Mais c'est bien, ça ouvre d'autres formes, d'autres perspectives, d'autres, voilà. Moi, ça m'aide à me sentir continuer à avancer dans mon travail, quoi. Et de réussir à accumuler les deux. Le truc très technique avec quelque chose de plus, à mon sens, plus créatif, plus... Et t'as un rapport avec l'électronique? Tu sais bidouiller les trucs, les circuits, tout ça, ou pas du tout? Non, je sais changer des cartes électroniques, je sais me dire, tiens, là, il y a ça qui déconne, mais après, non, je suis pas un fondu d'électronique, non. Non, moi, je suis un très bon électricien. Je suis un très bon électricien, donc en fait, je peux faire du montage, du gros montage, mais il faut que les machines fonctionnent. Oui, c'est ça. En gros, c'est ça. Si j'utilise des machines, il faut qu'elles fonctionnent. Après, je fais vraiment du coup de la bidouille lumière. Après, moi, je viens quand même d'une école. Je suis plus tout jeune, et du coup, moi, je viens du trad. Donc, la lumière, on peut faire plein de trucs avec du trad. Hein, donc, il n'y a pas vraiment de carte électronique embarquée. Oui. Aujourd'hui, il y a de l'électronique partout. Dans le son un petit peu plus. Mais de la même manière, je cherche pas à dépanner. C'est-à-dire, je vais faire de la maintenance légère sur du matériel. Oui, mais t'as jamais construit un ampli, tout ça, même dans les free parties et tout ça, c'était pas le... Non. Moi, je récupérais des choses déjà faites. J'ai bossé avec des mecs qui construisent leurs enceintes, etc. Et moi, ça m'est arrivé de construire des systèmes de diffusion pour de la rue, sur des choses un peu déportées, mais où on cherchait pas à avoir la super qualité de son, mais juste la diffusion d'une voix qui va partir à droite, qui va partir à gauche, qui va s'éloigner dans le public. Voilà, ça, mais ça, donc avec les batteries, tout ça embarqué en 12 volts. Exactement. Ouais. C'est ça. Ouais. Il y a un truc là qui me brancherait bien en termes de son et que j'ai pas encore fait, c'est le travail sur les amplis numériques. J'ai failli le faire avec la compagnie Adoc. Parce que ça coûte moins en énergie, du coup c'était intéressant, mais là pour le coup faut vraiment construire ton ampli avec chaque filtre et puis chaque haut-parleur et tout. On n'a pas eu le temps, donc ça s'est pas fait, ça se fera sur une autre création avec quelqu'un d'autre et voilà. Mais la notion de légèreté d'ampli d'un coup c'est hyper intéressant sur de l'embarqué. Et du coup t'es arrivé dans le théâtre, et après comment t'es arrivé à la rue? T'es parti de la rue, t'es arrivé dans le théâtre? Non, moi en fait, la rue j'ai bien accroché quand j'avais juste ma guitare sous le bras, donc bien plus jeune, à tourner les bars, à l'été me dire j'ai pas beaucoup de sous mais je pars en vacances quand même, et puis là on va faire la tournée des bars, blablabla, avec la guitare, se proposer, ça fait tomber du chapeau, ça m'a amené la notion de rue à l'état premier de la rue, c'est-à-dire que il y a pas de contrat, il y a pas d'engagement, t'y vas et tu vas chercher les gens, avec ce que ça comporte aussi de gens qui s'en foutent, de gens qui parlent plus fort que toi parce que faut parler plus fort, de comment t'accroches les gens à chaque chanson, à chaque riff, machin, etc. Et j'ai adoré ça. Donc ce petit côté punk, j'étais au Pocket Théâtre.
Et c'est Ella Berkovitch qui était présidente de l'association à ce moment-là, qui elle avait déjà mis un pied dans la rue de par son travail, et la compagnie de la Française de Comptage cherchait quelqu'un pour faire de la lumière. Moi, j'étais pas une pointure en lumière, mais comme on l'a vu tout à l'heure, comme ça, ça va. Allez, moi je sais faire de la lumière à l'aise. Et puis du coup, je suis arrivé à la Française de Comptage. Finalement, j'ai fait du son. C'était très bizarre. J'ai dit mais les gars, vous m'avez embauché sur un poste. Finalement, ça se fait différemment. Ils savent et que puis tous de les la bons lumière. sondiers se vendent comme des bons laqueux. Il y a un peu de ça probablement. Et mais bon, du coup après voilà, c'est cool. J'ai cumulé les deux aussi. Et là, j'ai découvert la rue sur un autre format en fait. C'est-à-dire sur de la grosse forme, sur des de très gros festivals. International aussi, la Française. Un petit peu. Oui. L'international, j'ai vraiment vécu avec la compagnie Ad-Hoc. Quand je suis arrivé après, ils ont des spectacles qui sont prévus pour au départ, avec du texte. Mais chaque comédien doit pouvoir sortir le texte en plusieurs langues, 4 en l'occurrence. Donc ça, c'est arrivé un petit peu après. Non, la Française, ça a été vraiment la grosse forme. Donc là, des équipes d'une trentaine de personnes. Le début du coup des grosses déambulations où t'emmènes 3-4 000 personnes derrière toi en déambule. Une exigence pour le coup vraiment purement technique qui a été riche et formatrice, et qui m'a fait repartir dans la rue. Je me suis dit ah ouais, mais en fait du coup on peut faire de la rue en étant sous contrat en fait. Oui, donc pas seulement avec sa guitare, oui, mais pas avec seulement 30, avec la guitare. 30 autres Oui, c'est ça, avec d'autres personnes, en mode tu seras rémunéré. On n'est pas rémunéré des milliers et des cents, mais on est rémunéré, on a un cumul d'heures qui nous aide à l'intermittence. Et voilà, donc la rue sous la forme sous laquelle elle existe aujourd'hui, c'est-à-dire avoir la chance de faire des knarep sur les créas, etc. Donc on est sur une autre forme de réseau de rue conventionné. Donc voilà, ça a amené autre chose. Et voilà comment je suis revenu à la rue. Et là, clairement, ça m'a, depuis avoir le même âge, ça m'a bien fait prendre conscience que, mais en fait, c'est ça que j'aime. Comme quand j'étais plus jeune, je faisais de la free party, c'est la gratuité pour les gens, en fait. Il y a la culture, on a cette importance. Enfin, moi, ça me donne un sens à ma vie en tant que technicien. Parce qu'en tant que technicien, moi, je fais de la lumière ou je fais du son, mais je pourrais aller travailler dans plein d'endroits, en fait. Même autre que le spectacle, qui me rapporterait sûrement beaucoup politique, plus. Tu pourrais faire les discours du président. Exactement, ça me rapporterait plus. Ça, c'est sûr. Mais voilà, j'y trouverais pas de sens en fait. Voilà, j'ai pas moi la possibilité, j'ai pas le talent, j'ai pas pris le temps d'être un auteur, donc d'exprimer des idées, etc. par ma plume ou un peu avec les chansons. Oui, un peu avec les chansons, mais ça n'a pas porté loin, en fait. Ouais. Tu vois, il y a pas... voilà. Et que la notion de porter loin, elle aussi, par rapport à quand j'étais jeune, c'est vachement... ça sert à rien de vouloir porter loin. Déjà, porter autour de sa bulle, c'est pas mal. Et la chance que j'ai aujourd'hui, c'est de tourner avec donc la compagnie À quand la dérive, avec la compagnie Ad-Hoc. J'ai créé la mienne, et du coup de pouvoir vraiment tourner, aller toucher des publics très différents, en plus dans des domaines différents, c'est une richesse, surtout dans un pays où il y a beaucoup d'étiquettes en fait. Moi j'ai dans ma carrière eu la chance de toucher à plusieurs milieux artistiques. Voilà, c'est une chance. Je me suis donné cette chance, ça n'a pas toujours été simple. Mais voilà, ça m'a apporté une richesse et je continue à la développer comme ça, en me disant voilà, c'est bien de pouvoir aller voir des publics différents, passer de l'enfant aux adultes, voire aux adultes avec un minimum d'âge, passer à de la musique très acoustique, à la grosse techno ou au gros métal. Voilà, tout ça aujourd'hui, au-delà de je sais faire, c'est que ça m'a permis d'aller voir plein de publics. Plein de gens différents, plein de gens qui rayonnent de façon différente et qui devraient, mais c'est très compliqué à faire, pouvoir se croiser. Sauf que c'est sûr que les gens qui travaillent pas dans ce domaine,
se rendent pas compte de la façon dont c'est cloisonné en fait. Il y a vraiment, t'es dans cet art là, donc tu fais de la marionnette, t'es dans un milieu de marionnette, et t'as pas forcément de contact direct avec. Alors il y a des ponts qui se font de temps en temps, heureusement. Bah, mais toi, par exemple, t'en es un pont. dans l'ensemble, ouais, sur la technique. Bah oui. Oui, sur la technique, oui. Après, après. Aujourd'hui, je m'arrange pour faire 1 à 2 créas par an. Déjà parce que c'est un pari sur l'avenir. C'est pas la créa qui paye le plus, mais c'est ce que je préfère faire. Et du coup, de pouvoir prendre une technique utilisée dans un domaine pour l'exploiter dans un autre domaine. Enfin, il y a besoin. Si je prends en termes de lumière, moi, ça m'a fait découvrir les mini découpes, les tout petits points de chute, comment on fait disparaître quelqu'un. Voilà, des petites astuces comme ça où tu dis mais c'est génial. Et de pouvoir l'exploiter en rue. Alors, pas avec les lumières. Oui, la encore mini découpe, c'est pas. Alors, la mini découpe en rue, j'en suis pas là. Si, parce que c'est déjà arrivé. Pas une mini découpe, mais une maglite. Mais ça revient à la même chose, quoi. Et de faire une partie de spectacle avec une maglite. Ça concrètement, c'est le genre d'idée qu'on a très vite dans la marionnette, très vite dans le spectacle d'ombre, mais sur de la grosse forme en rue. Ouais, c'est plus rare. Mais malgré tout, ça, on a utilisé ça, il y a pas longtemps chez Haddock. Pour un nouveau spectacle. Alors pareil, la notion de lumière en rue, très différente. Parce qu'il y a toujours une pollution extérieure qu'on peut pas couper comme on voudrait, qu'on peut pas toujours avoir le matériel qu'on souhaiterait, etc. Voilà. Comment s'adapter et aller utiliser des choses de plus bout de ficelle, mais qui fonctionnent. Eh bien, on va parler de la marionnette, ouais. de comment tu vois la marionnette avec tes lumières et comment la marionnette voit les lumières. Et il y a en effet une spécificité, c'est que on peut cacher le marionnettiste grâce aux lumières. C'est très utilisé dans la marionnette actuelle. Il y a beaucoup d'utilisation de ça, mais je suppose qu'il y a d'autres particularités de la marionnette. Par exemple, sur les couleurs, les timbres, la peau, c'est pas pareil, il y a plein de... Là, on est en cours de créa avec une compagnie, et j'ai trouvé ça très chouette, c'est que j'ai échangé pas mal avec la costumière, et qui justement me demandait, mais sur les lumières, toi, tu vas aller sur quelle teinte, et j'ai dit, en fait, ça va dépendre du boulot que tu fais toi, mais te pose pas de restrictions au départ sur le costume. Il faut qu'il aille avec la marionnette. Et après... ça c'est pour moi c'est ça le cœur de mon métier, c'est je dois m'adapter à ce qui va se passer sur le plateau et pas le contraire en fait. La technique elle vient après, elle vient pour embellir, elle vient pour appuyer certains traits, mettre des virgules, mettre des points, mettre de la ponctuation, mais c'est pas elle qui crée en fait. Il y a besoin de savoir ce qu'il va y avoir au plateau. En fonction des marionnettes, tout est très différent. On a un spectacle qui s'appelle Jeu, où les marionnettes ne sont c'est juste un visage tout blanc avec des mains blanches. Le blanc à la lumière, ça réagit tellement vite, tellement les ombres sont portées que il est facile de faire apparaître, disparaître, et on peut faire vivre vraiment tout ce qu'on souhaite comme teinte sur le visage. C'est simple, c'est que du blanc. À partir du moment où la marionnette, elle va commencer à avoir un costume, avoir des couleurs, l'une et l'autre, où est-ce qu'on appuie la couleur? Est-ce qu'on appuie le visage? Le plus souvent, c'est ça qu'on cherche à faire. Est-ce que la marionnette, quelle taille elle va faire? Il y aura combien de manipulateurs autour? La notion de faire disparaître fonctionne pas toujours en fait, et que même si des fois j'ai des désaccords avec certains metteurs en scène, on peut pas faire disparaître systématiquement le manipulateur. Moi je suis pas fan de l'idée. Je suis pas fan de l'idée parce que si la marionnette vit, c'est bien parce qu'elle est pas toute seule. Et essayer de faire croire à du rêve, c'est un choix, mais je le trouve pas forcément judicieux en termes de culture. Voilà. En parlant de culture, est-ce que tu te nourris au niveau technique? Est-ce que tu vas avoir des spectacles? Ou ça part de ton imaginaire? Non, beaucoup. Beaucoup.
tant que je peux, en fait, tant que j'ai le temps, etc. Je peux pas voir tout ce que je voudrais. Je loupe plein de trucs, mais non, en fait, c'est fondamental d'aller voir d'autres spectacles. Moi, pour moi, la technique, c'est de la même manière que de faire de la prestation de service. Il y en a un qui nous apprend, donc la prestation de service m'apprend à découvrir de nouvelles machines, en fait, vraiment des nouvelles sorties électroniques, de machines qui coûtent plus ou moins cher, qu'on peut pas louer à volonté, qu'on peut pas s'acheter comme on souhaite. Et du coup, ça me permet quand même de travailler dessus en disant, voilà, ça existe et peut-être j'utiliserai ça un jour dans un spectacle. Merde. De la même manière, voir des spectacles, je pense. Voilà. Et de la même manière que, du coup, de voir des spectacles, il y a toute la partie purement artistique. En fait, moi j'ai un défaut quand je rentre dans une salle, mais je pense que tous les techniciens du monde c'est comme ça. Moi je rentre dans une salle, la scéno, en soi je m'en fous. L'histoire, comment elle va commencer, en soi je m'en fous, j'aurai le temps de m'accrocher à l'histoire. Par contre, j'ai la tête en l'air en disant attends, ouais, ils ont des enceintes là, ils ont tel projecteur et tel projecteur. Et je peux des fois décrocher, mais décrocher réellement d'un spectacle quand je vois un effet en disant oh putain mec, comment ils ont fait ça. Et puis alors là je me tourne dans tous les sens en disant mais faut que je trouve. Ça m'arrive même d'aller jusqu'à demander au gars à la fin. On livre rarement nos petits secrets comme ça, mais selon. Mais c'est crucial parce que ça, c'est même important de pas toujours savoir comment ça a été fait. Mais ça donne des possibilités. En fait, ce qui sort de notre cerveau, c'est un potentiel. Mais ce dont on a besoin, c'est de pouvoir surprendre les gens, pouvoir amener des émotions, amener des choses qu'on n'a pas forcément encore vues, ou qu'on a vues mais sous un autre angle. Du coup, il y a nécessité et besoin de continuer à se laisser surprendre. Et il y a que les autres qui peuvent nous surprendre, parce que nous, ce qu'on crée, même si c'est chouette, qu'il y a un super ressenti dans le public, oui, mais on l'a créé, c'est-à-dire qu'on connaît l'astuce qu'il y a derrière, on y a réfléchi, on y a cogité, du coup, au moment où on le sort, bon, nous on fait ça. C'est pas aussi magique. Alors que quand on voit un effet de lumière ou un effet de son d'une autre compagnie, et qu'on s'y attend pas, bah là on dit ah ouais, on peut encore créer, on peut encore faire des choses magiques et réfléchir par rapport à ça, essayer des fois de recopier et puis tu te rates et ça donne autre chose. Et mais voilà, ça continue à ouvrir des perspectives. En fait, je pense que j'arrêterais le métier si d'un coup j'étais que moi et seul et dans ma tête. En fait, si sûrement j'avais pas l'occasion de voir d'autres choses, de m'émerveiller d'autres choses. Ouais, je ferai autre chose. Je serai électricien. Tu vois, là, ici, j'ai hâte, je vais voir bientôt, j'ai le droit de citer une compagnie, qui a rien à voir. Voilà, je vais voir Barreau d'Evel, là, leur dernier spectacle, c'est une compagnie, j'aime beaucoup ce qu'ils font, parce qu'ils me surprennent. Avec des choses, en soi, très simples, mais ultra efficaces. Voilà. Et ça, c'est important. Et oui, c'est important de se laisser surprendre. Bah ouais. Bah ouais, parce que c'est ce qui c'est ce qui nous donne notre fraîcheur, en fait, l'envie de vivre, l'envie de continuer et tout. Mais la vie doit nous surprendre, en fait. Sinon, on deviendrait des grands dépressifs. Mais c'est valable pour la vie, en règle générale. Mais dans le spectacle, ouais, professionnellement parlant, techniquement parlant, c'est important de voir comment les gens font le même métier que toi et trouve une idée, trouve un truc ou des fois c'est une idée qu'on a déjà utilisée, qu'on connaît, qu'on sait faire, mais elle est utilisée à bon escient. Et ça nous rappelle que tiens voilà, par exemple un couloir lumière comme ça, oui, on fait apparaître, disparaître, c'est toujours la même chose, c'est toujours non, des fois il y a des finesses pour le faire différemment, des angles auxquels on n'a pas pensé en fait. Est-ce que pour toi, il y a eu des grandes évolutions depuis le début que tu as commencé, donc dans les années 90, jusqu'à maintenant, au niveau justement de ces techniques, de ces nouveautés ouais. Est-ce que tu pourrais citer quelque chose, par exemple, qui se faisait pas et qui s'est... le numérique. En fait, le numérique a tout changé. Moi, quand j'ai commencé, on n'avait que des consoles pour le son, que des consoles analogiques. Donc ça t'obligeait à faire beaucoup plus de câblage, ça t'obligeait à avoir derrière d'autres machines pour te faire tous tes effets, pour
voilà, tout était câblé, tu devais passer des gros câbles de boîtier de scène pour faire les links entre la régie et le plateau. Tout était plus lourd, les amplis étaient tellement beaucoup plus lourds. Voilà, ça c'est cette arrivée massive le vrai terme, c'est quand même de l'informatique embarquée dans des consoles. Ça a modifié considérablement tout. En fait, on peut faire beaucoup plus facilement de l'enregistrement, on peut faire, tout beaucoup plus facile. Faire des départs de son avec un ordinateur, avec un live dedans, c'est devenu très simple. Et de faire de la surcouche et de mixer. Ah ouais, moi quand j'ai commencé, non, t'avais plusieurs CD, il fallait pas de vautrer sur les CD, c'était une autre Mais gymnastique. le fait que ça devienne plus simple, le fait que ça devienne plus léger, on comprend que pour le mal de dos du technicien, c'est pratique que ça soit plus léger, mais que ça soit plus simple. Est-ce que ça a changé le langage ou finalement le langage est resté le même et c'est juste devenu plus facile? Est-ce que ça a apporté vraiment des nouvelles... je sais pas, un projecteur qui peut bouger tout seul. Ça a amené, oui, moi à mon sens, il y a des choses nouvelles que tu as vues, tu t'es dit, waouh, je pense à un spectacle de Joan Ibert par exemple où il y a un projecteur qui suit la marionnette et que c'est écrit pour suivre la marionnette. Voilà, oui. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui pour toi t'ont marqué? Ah ben ça c'est. Alors la notion de suivi de marionnette. En fait, avant, c'était un poste. T'avais un poursuiteur et voilà. Aujourd'hui, la notion de poursuite, on l'a moins parce que du coup, on a des automatiques. On gagne en mode de câblage et en mode de pré-montage d'un spectacle avec de l'automatique, ok, mais on perd du temps plus sur de l'encodage en fait. Moi, le métier que j'avais qui était très très électricien, très électricité, très brut, où tu passes des câbles, etc. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup d'informatique en fait. On geek énormément. On y gagne pas forcément en... ça dépend. Si on y gagne en temps, en fait, c'est en temps de création, on perd un peu plus de temps. Mais après, à partir du moment où tout suit bien, que les fiches techniques sont suivies sur les lieux qui nous accueillent, ça peut être une forme de gain de temps. On a des possibilités aujourd'hui qu'on n'avait pas avant, c'est indéniable. Le métier a changé. Je sais moi j'ai des aînés qui ont arrêté à cause de cette arrivée massive de l'informatique. Moi je m'y suis fait assez vite parce que j'ai commencé par de la musique électronique, donc déjà beaucoup d'ordinateurs, beaucoup d'encodage. Je trouve que les deux, non, je prends le temps de la réflexion un petit peu quand même. Mais non, moi je trouve que ça a modifié la façon de faire le métier, mais ça n'a pas modifié le métier en fait. C'est-à-dire que la raison d'être d'une lumière, c'est de mettre en valeur quelque chose, quelle qu'elle soit. Moi, l'arrivée du LED, au départ aujourd'hui, il y a des choses qui vont un peu mieux, même si le matos coûte très cher, mais on commence à avoir vraiment des produits efficaces. Mais rien que de faire de la décoration, de faire juste des effets de lumière, on peut faire tellement plus aujourd'hui que ce qu'on pouvait faire à une autre époque, en utilisant moins de matériel. Ça, je trouve que c'est une richesse. Une richesse. Que je vois moi sur le terrain et qui m'inquiète un peu par rapport à ça, c'est qu'il y a quand même de plus en plus des fois de jeunes qui sont très geeks, donc très très branchés informatique, mais qui s'intéressent moins à la notion électrique. Or le résultat est le même. Quand on monte une grosse scène, l'électricité c'est la base en fait. Sans électricité, il n'y a pas d'électronique, il n'y a rien en fait. Et du coup, il y a des choses sur les notions de puissance, de gestion de lumière, etc., qui ont une tendance à se perdre. Une notion de recherche de grains de lumière qui existait avant, qui a une tendance à se perdre aussi parce que comme on robotise tout, il faut que le robot tombe bien, il faut qu'il tombe juste, que ça. Donc on passe tellement plus de temps à regarder des chiffres sur un écran plutôt que de regarder ce qui se passe réellement au plateau. C'est la même chose dans le son. Je trouve que la notion, la partie auditive du technicien son
elle s'est un peu perdue au profit d'écrans où on suit une courbe parce que l'ordinateur nous dit ça c'est bien, là t'es dedans. La vérité, un bon son ou une bonne lumière, c'est de l'émotionnel en fait. Pour moi, la lumière comme le son, c'est de l'artistique au même niveau qu'un comédien qui lâche un texte. Que voilà, c'est de l'artistique. Il y a une précision à aller trouver et il y a quelle émotion ça va te procurer. Au cinéma, ça se remarque très vite. Tu changes la musique sur des images, bah tu racontes pas du tout la même chose. Oui, c'est peut-être aussi le temps que toutes ces technologies arrivent. Il y a eu un espèce de paquet de technologies qui est arrivé aussi bien dans le son que la lumière, que même au théâtre, où il y a toutes les projections, le mapping, tout ça qui est arrivé. Et c'est vrai que des fois, on a un peu un trop-plein de techniques et le sujet se perd. Mais je pense que c'est aussi parce qu'il y a eu une arrivée massive de plein de nouvelles technologies et que voilà, pour l'instant, on voit la courbe, on n'avait jamais vu la courbe, d'un coup on voit le son, on voit le Larsen, on coupe tout ce qui Larsen et on n'écoute même plus si ce qui sort est bon, mais finalement il y a une espèce de... Peut-être ça va se tasser et qu'on va réécouter et re-regarder. C'est peut-être... Je l'espère. C'est peut-être le temps de prendre en compte ces nouvelles technologies. Je l'espère. Après tout ça est arrivé très très vite. Mais on va pas faire une page d'histoire en particulier sur l'histoire du monde, mais aujourd'hui tout va très 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 vite. Moi gamin, quand j'ai commencé à mixer en tant que DJ, c'était du vinyle. Il y avait pas encore, enfin le CD est arrivé un petit peu après en fait, juste derrière, et qu'il y a un moment où tu te fais ah ouais. Mais entre cette arrivée du CD, du premier téléphone portable, puis aujourd'hui on voit où on en est en moins de 20 ans, c'est juste hallucinant. Donc effectivement, on n'a pas forcément le temps de tout apprivoiser. On veut toujours en mettre plus parce que ben oui, une lumière ça électrise, ça embellit, alors du coup on veut en mettre plus. Ah, on peut faire ça comme effet, on peut faire ça comme effet. Donc on peut faire plein de choses. Si j'ai un coup de gueule, ouais, un petit coup de gueule à donner, mais un truc qui m'agace profondément aujourd'hui, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur la technique, elle vient embellir. Or, moi la sensation dans le métier, c'est que une compagnie qui commence à prendre du volume, de l'espace, du niveau, une reconnaissance, sera un petit peu plus aidée financièrement, va gagner un peu plus d'argent, du coup va mettre plus de technique jusqu'au moment où la technique prend le dessus en fait. C'est la sensation que ça me donne, c'est-à-dire que on va moins rechercher à faire quelque chose on va moins prendre de temps à réfléchir à comment faire un effet, mais on va passer plus de temps à dire si on achète ou on loue telle machine, alors clac, et après on s'arrange avec la machine pour essayer de faire un truc. Et je trouve ça un peu triste. Moi, la vidéo au théâtre, j'ai encore aujourd'hui beaucoup de mal. Je me suis réconcilié, j'ai vu plein de spectacles où c'était vraiment super bien utilisé. Pixel m'a mis une gifle terrible sur l'utilisation justement de la vidéo. Tu te fais voilà, quand c'est fait vraiment, qu'il y a une interaction réelle entre la vidéo et les comédiens, c'est magique. Or, j'ai la sensation que beaucoup de metteurs en scène aujourd'hui utilisent la vidéo pour masquer les choses. C'est-à-dire qu'on a notre pièce qui se passe et puis d'un coup, pof, on s'arrête un peu, on regarde un film et puis bim, on revient et puis hop, on s'arrête un peu, on regarde un film. Ou alors on met une image de décor derrière. Non, fais-le au noir en fait. Un faux décor en 2D sur un écran, ça marche pas en fait. Enfin, moi j'aime pas du tout. C'est bidon. Et tant pis, c'est méchant, mais c'est comme ça. Pour moi, ça révèle juste un manque de créativité. J'ai cette tendance à
Bah, c'est pas à croire ça, mais à le voir, à le vivre et à me dire des fois, putain, il y a des mecs, ils auraient dû mettre de l'argent plus sur des salaires. Il faut faire des erreurs pour avancer, quoi. Ça fait partie aussi on se dit, il y a ça comme possibilité, personne l'a fait, j'essaye. Alors peut-être d'autres gens l'ont fait, mais on sait pas. Et on essaye et ça marche pas. Et puis après, on a investi quand même 20 000 euros pour le projecteur, il faut bien le rentabiliser, on va quand même le mettre... Voilà, je sais pas à quel point. Ça après pour moi c'est toute la problématique de la technique quand tu veux utiliser des gros trucs. On a eu la discussion il y a pas longtemps sur une créa en disant ah ouais c'est vrai que ce serait bien avec des automatiques. Ok mais comment on travaille? Il nous les faut. Et ça veut dire que quoi? On les achète? Ouais. Quand on t'annonce des prix à 25 000 balles le projecteur, tu te fais bah ouais mais tu vois le budget. Donc là, ça veut dire on paye personne. Ça, si tu veux 20 000, tu mets des mecs qui font les découpes, t'en payes pendant longtemps, quoi. Clac, clac, clac. Non, ouais. Non, après c'est de la location. Enfin, mais après c'est un budget qui rentrait. Le vidéoprojecteur, je râle particulièrement après, indépendamment du mapping et de beaucoup de choses qui sont très jolies et qui sont très bien réalisées. Mais il y a quand même des fois, aujourd'hui, c'est facile à avoir, à prêter, machin, et de faire des essais avant. Donc, pour moi, quand tu sors ton spectacle, tu sais si ta vidéo, elle est vraiment utile ou pas. Oui. Et est-ce qu'elle se fond bien dans le spectacle? Voilà. Alors, il y a vraiment des fois cette notion de deux niveaux, et qui sont pas vraiment assumés, donc voilà. On va parler un peu, on va changer de sujet, on va parler un peu de l'accueil, de comment on accueille et comment on est accueilli. Toi, je sais que tu fais beaucoup de tournées. Je sais pas si tu as déjà accueilli des compagnies, si peut-être au Pocket. Si, moi là, voilà, au Pocket Théâtre, je l'ai fait. J'ai fait pas mal sur du concert, sur de la prestation de service, mais où derrière moi j'étais en régie plateau, donc tu dois accueillir quand même les artistes. Je sais que tu fais aussi des feuilles de route, quoi, que tu t'occupes. Tu peux t'occuper aussi de la prod. Prod d'une compagnie. Ouais, alors là c'est pareil, il y a plusieurs noms. En termes de casquettes. Et en fonction des milieux, voilà, on me vend des fois comme le directeur technique de la compagnie. Alors c'est génial parce que c'est un super nom, directeur technique. Tu te dis, il y a pas au-dessus dans la technique dans la compagnie. Bon, le salaire ne suit pas. C'est-à-dire que sur la fiche de poste, c'est pas ça. Mais ça se vend bien. Ou régisseur général de la compagnie, ou régisseur technique. En fait, voilà, des appellations, des abréviations, il y en a plein. Voilà, c'est des choses des fois très différentes. Mais moi, en termes d'accueil, j'essaye toujours de me caler sur, donc on ne parle que technique, sur la fiche technique d'un spectacle et de la respecter au maximum. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller lire jusqu'en bas tous les besoins inhérents au spectacle. Il y a rarement d'imbécilité si la compagnie a décidé de mettre quelque chose sur sa fiche technique, c'est qu'il y a une nécessité à l'avoir. Pour moi, c'est le b.a.-ba d'une équipe d'accueil, c'est de respecter cette fiche technique-là, que tout soit là. S'il y a un doute ou il faut adapter, c'est un coup de fil, c'est un mail, c'est assez simple en fait, de se dire bon voilà comment on fait rentrer le spectacle dans cet espace. Et de la même manière, c'est qu'en tant qu'équipe d'accueil, c'est un moment de se dire, en fait, ça, on peut pas l'accueillir. Et pas faire des pieds et des mains en disant, ouais, on va le rentrer là-dedans, Mais comment ça fait si on a le programmateur qui dit, mais non, moi, je le veux? Ça c'est de la guerre, interne et que c'est des fois complexe. Moi, ça m'est arrivé au Pocket de pas être d'accord avec un spectacle qui devait arriver. En fait, de toute façon, on pouvait pas l'accueillir. Le Pocket, il porte bien son nom. C'est un tout petit théâtre, 4x4 sur 2,50 m de haut. Ouais, c'est ça, 2,50 m. Donc c'est vraiment tout petit et qu'on peut pas forcément repousser les murs. Faut trouver notre salle. On a trouvé notre salle, la compagnie est venue parce que ça rentrait dans le cadre d'un festival et que voilà, mais ça avait été un petit peu tendu, en mode mais si, on peut aussi. Mais non, parce qu'après c'est pas respecter le travail et le travail de la création en fait. C'est un spectacle, il est prévu dans une salle de cette capacité, il y a ses raisons. C'est rarement du surconfort. Donc voilà, je pense que ça ce sont des choses à respecter.
Et du coup d'être pas mal en tournée, du coup d'arriver avec les spectacles, du coup c'est ce qu'on attend. Oui, Quand on ça, arrive a en beaucoup tournée, c'est de se d'attentes. dire voilà que les choses soient là, qu'on fasse pas du forcing de vente en fait. Il y a un spectacle, il y a un cadre qui est posé, il est pas posé au hasard. Surtout que les compagnies, elles essayent toujours de minimiser un maximum la fiche technique pour pouvoir Vendre le plus possible et aller jouer à plus d'endroits possible. Donc c'est jamais à prendre à la légère. Si tu devais faire comme ça des statistiques au doigt mouillé, tu dirais qu'il y a combien en proportion, combien de gens qui t'accueillent vraiment en respectant ça? Aujourd'hui, ça a changé. En fait, il y a eu un petit gap là pendant 8-9 ans qui était un petit peu bizarre. Mais c'est un gap où il y a beaucoup de salles qui sont passées sous des régies communales et où les techniciens, je vais mettre entre guillemets, qui nous accueillaient étaient pas des professionnels du métier, mais du tout. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des jardiniers. Ils disaient ouais, mais moi je donne un coup de main là pour bouger le projecteur et tout. Un peu comme toi, t'as commencé. Exactement. C'est ça. Exactement. Mais sauf qu'il venait de commencer. Ouais, que moi je venais de commencer, puis que j'adorais ça, j'étais passionné. Là, on sent que c'est des gens qui sont employés par la ville et que voilà, et on va t'occuper. Oui, ils n'ont pas de visée. Exactement, ouais. Voilà. Après, ça s'est amélioré. J'avoue que sur les 2-3 dernières années, là, je trouve que l'accueil est un peu plus respecté. Si je dois donner un chiffre, puisque c'était oui, à peu la près chose aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que il y a au moins 95% des accueils qui se passent bien, où les fiches techniques sont respectées, où il y a un échange en amont, des fois qui peut être un peu froid, mais ça c'est des relations humaines, mais où ça se passe bien. Et en rue, c'est les pareil. 5% qui restent. Oui, vas-y, pardon. Ça nous crée des souvenirs en fait. Oui. Et on en reparle en tournée, etc. En disant oh là, ça a été terrible, etc. Donc c'est pas mal. Et mais en rue, on est sur à peu près la même chose. Même à l'international, à l'international, j'ai toujours été bien reçu. D'accord. Je pense que les notions de budget déjà pour faire venir les équipes sont pas les mêmes, qu'on n'est pas attendu de la même manière. Il y a un autre travail de prépa à faire en amont parce que l'électricité est pas toujours la même, que les arrivées électriques, les prises en soi sont pas forcément toujours les mêmes, qu'il y a la barrière de la langue, ça pose aussi des fois des incompréhensions sur des interprétations de fiches techniques. Mais dans l'ensemble, il y a un truc, je dis ça, puis j'ai une date qui m'arrive précisément en tête où ça s'est pas vraiment bien passé. Il y avait rien, mais ils sont pliés en 15 000, voilà, à Barcelone, là, cet hiver. Où là, il y avait rien. L'Espagne est un peu particulière là-dessus, sur la notion de préparation. En fait, ils ont pas du tout les mêmes moyens, ça fonctionne pas de la même manière qu'en France ou qu'en Allemagne. Voilà, donc il y a un côté un peu plus... les gars, on y va avec le système D, hein, tout va bien se passer. Et effectivement, tout se passe bien. Par contre, faut être un petit peu préparé à se dire il y a des choses qui vont arriver à la dernière minute, mais ça arrivera. Mais dans l'ensemble, les gens se plient. En France, pas toujours. Voilà, le rapport est un peu différent. Et sur la rue, c'est selon, il y a, en fait, depuis le Covid, il y a un truc qui s'est passé avec les théâtres municipaux, scènes nationales, où ils se sont rendus compte que tiens, on pourrait faire du hors les murs et on pourrait faire de la rue. Ah, c'est génial, moi, ça va donner des dates. Par contre, c'est des dates hyper compliquées parce que ils ont pas l'habitude de la rue. En fait, voilà. Quand on arrive dans un festival comme, je sais pas, Aurillac, Chalon, Sotteville, je cite les plus gros parce que, voilà. On sent qu'il y a de l'expérience, de la rue. Ils savent, si tu vas être dans le in, dans le off, à quel niveau ils vont pouvoir t'aider, etc. Il y a évidemment des choses discutables à chaque fois. Mais il y a cette expérience de la rue qui s'appuie sur des techniciens qui ont l'habitude de faire de la rue. On croise toujours, régulièrement, toujours les mêmes têtes. Voilà. Les théâtres. Qui depuis le Covid s'essayent à la rue. Là, pour le coup, on a eu des choses assez mitigées en termes d'accueil.
Les plus agréables étant des théâtres qui savent pas en fait et qui ont la volonté véritablement d'apprendre. Donc on arrive, c'est un peu voilà, c'est l'école. Hein. Donc mais on sent qu'il y a cette envie de. Et d'autres théâtres, alors je vais pas les citer, mais là aussi j'en ai quelques-uns en tête, mais on n'est pas là. Mais où c'est très différent, où on sent que les gars à la technique, ça les emmerde de faire de la rue. C'est-à-dire que bloquer une rue, ils comprennent pas. C'est de la logistique pour eux, c'est pas de la technique, c'est juste de la logistique. Sauf que c'est un besoin, c'est fondamental. Surtout si t'es en déambulation. De demander des points électriques en dehors, des 32 ampères, des 63 ampères dehors. Les gars, ça les emmerde, ils savent pas trop. Demander des tentes juste parce qu'on va devoir se changer, les gars, et que on a besoin de loge en fait. Pareil, c'est pas appliqué. Et où certaines salles, tu sens que l'équipe technique, ça les emmerde en fait, parce que ça les oblige à aller vers une zone d'inconfort. Et je pense que tout le monde veut pas aller vers l'inconfort. Oui, c'est ça. Après, c'est pas. Si on a été habitué toute sa vie à travailler dans un théâtre et que le directeur nous dit bon, maintenant tu vas sortir, là, faut accueillir en rue, c'est vrai que ça peut être déstabilisant aussi. Ah bah ouais, dire voilà, tu vois, les enceintes là qui coûtent très cher, là on va les mettre dehors, machin. Et puis à la limite on va les déplacer. Ouais, mais il va pleuvoir. Ouais, c'est pas grave. Mais tu prévois en fait que ça va pleuvoir, donc à un moment on va devoir bâcher, il va falloir être hyper réactif, il va falloir. Voilà, c'est une autre approche en fait. C'est vraiment une autre approche. Et que là pour le coup, il y a vraiment. Vraiment, c'est par salle. Il y a vraiment des salles qui ont cette volonté où l'équipe technique est contente de faire autre chose. Et il y a des équipes où on sortir les gens de leur confort, c'est parfois compliqué. Voilà. Bah oui, évidemment, c'est pas forcément facile d'être accueilli. Je voulais juste comment tu prévois la tournée. Je trouvais que c'était intéressant ton expérience là-dessus. De faire des feuilles de route, appeler les salles. Ouais, alors moi j'ai d'avoir discuté avec beaucoup de collègues. J'ai cette chance, c'est que sans être un geek profond, j'aime bien l'informatique. J'aime bien Excel. C'est un peu tordu, mais c'est mon petit côté matheux. Et j'ai développé du coup moi un mini programme qui m'aide vachement à la construction de mes tournées. Mais en gros les tournées, j'attends donc tout ce qui est en amont. C'est pas vraiment mon boulot en fait. Moi j'attends que les dates soient si pas signé, mais au moins garanti. À partir du moment où ça se dessine, la première chose à gérer, c'est le transport. Comment on va faire le transport de décors, transport de personnes, voir les disponibilités des uns des autres. À partir du moment où ça s'est établi, c'est ça, c'est prendre des billets de train, tout bien calé en amont. C'est appeler les salles, se garantir qu'ils ont une fiche technique, qu'ils aient la bonne fiche technique, parce que un théâtre, le spectacle vivant, ça bouge. Donc de temps en temps, les fiches techniques bougent et que les suivis sont pas forcément toujours faits au moment de la négociation. Donc c'est se rendre compte de ça. Avoir les gens en ligne. Alors moi, je suis téléphone pour ça. C'est que d'avoir les gens en ligne, on se rend mieux compte, en tout cas personnellement, je me rends mieux compte de la réactivité de la personne qu'il va avoir. S'il a vraiment lu la fiche technique, s'il l'a lu jusqu'au bout, si on s'entend, si on se comprend, si on a le même discours, si on parle la même langue en fait. Parce que dans la technique, il y a des langages différents. On n'utilise pas forcément les mêmes termes pour les mêmes choses quand on fait de la rue ou quand on fait du théâtre. Il y a des notions de théâtre qui n'existent pas forcément quand on va faire du concert, qui même n'existent pas du tout. Il y a des appellations pour appeler les mêmes choses, les mêmes postes, les mêmes matériaux qui sont pas les mêmes. Donc ça, faut être certain de parler le même discours, de savoir de quoi on parle. Le fameux jargon des techniciens. Le fameux jargon des techniciens, ouais, ou à table, ça peut partir pendant 2 heures à parler de choses incompréhensibles. Être certain de tout ça. Prendre en compte
les nécessités vitales de chaque personne qui sera sur l'équipe de tournée, c'est-à-dire les allergies essentiellement. Ça c'est un truc sur lequel faut pas se faire piéger parce que ça amène des vraies emmerdes. Voilà. Après les régimes de chacun, etc. et faire en sorte que voilà, que les informations passent dans un sens comme dans l'autre. Voilà, récupérer après l'hôtel, savoir où on va être, enfin l'hôtel quand c'est un hôtel, le Airbnb quand c'est un Airbnb. Est-ce que c'est la compagnie qui doit réserver le logement ou est-ce que c'est pris en charge direct par le lieu? Enfin voilà, c'est faire toute cette petite fiche de liaison, avoir chacune des informations. Encore une fois, moi j'ai dit, moi je me suis fait un petit programme pour m'aider à ça, mais que tout soit pas que dans la tête. Mais vraiment de mettre point par point, voilà. Après les départs, les arrivées de chacun. Toi, tu pars de où, tu vas où, tu repars où après. Voilà, prendre toutes ces petites informations là, un maximum en amont. Et après, retranscrire tout ça sur une feuille de route. Donc voilà, au point par point. Donc moi, j'envoie aux comédiens, comédiennes une fiche détaillée de comment va se passer la journée. Voilà. Oui, après, c'est pas une bible, après évidemment ça se bouge, mais malgré tout c'est un truc sur lequel les horaires, tout le monde se cale dessus, et l'équipe d'accueil et l'équipe en tournée. Une espèce de fiche de liaison. Ouais, c'est une fiche de liaison qui est chronophage. À faire, c'est hyper chronophage. Dans chaque compagnie avec qui j'ai pu bosser, on a toujours eu cette difficulté de discussion autour de ça prend combien de temps? Combien est-ce que il faut te payer pour faire ce métier? Ouais, voilà. Là en fait, c'est des heures en fait. C'est en fonction des salles, beaucoup d'heures ou moins. Voilà. Et comment tu fais un forfait ou tu fais selon la salle? C'est quoi ta technique? Après, je suppose chacun fait un peu comme... Moi, le truc que j'ai trouvé avec chacune des compagnies où on est tombé d'accord sur un forfait, qui prend en compte la notion de ça prend moins de temps pour certaines salles et beaucoup plus pour d'autres. Et après, on a des salles avec qui on a des vrais problèmes, où là, ça prend beaucoup plus de temps. Et donc, on a essayé de trouver un équilibre comme ça. L'équilibre, c'est la même chose que de faire du marchandage quand t'es au Maroc dans le souk en disant tu vas acheter un truc, ça va être quoi, ça va être comment. En fait, c'est de trouver ce qui paraît le plus juste aux deux parties, c'est-à-dire à la compagnie qui va me payer et à moi qui sais que je sais le temps que je vais passer, les emmerdes que ça prend, en se disant bien que voilà, moi si je pars sur un forfait de 4 heures pour la préparation de tel spectacle en tournée, c'est pas je me lève un matin, hop, je fais mes 4 heures de boulot et c'est réglé. Non, la problématique, et c'est là que c'est chronophage, c'est que un train qui est annulé, en fait, ça intervient n'importe quand dans la journée, dans la semaine, voilà. Donc en fait, on est jamais à l'arrêt. C'est du H24. C'est du 4 H24 heures par semaine. Ouais, c'est ça. Une comédienne qui tombe malade, faut pouvoir réagir vite. Un train qui est annulé, faut pouvoir réagir vite, être là tout le temps présent. Les grèves, beaucoup de choses. Bon, on arrive bientôt à la fin de l'entretien. J'avais une question sur est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui te plaît dans ton métier, un kiff, quoi, un truc genre t'aimes bien faire? Oh, il y en a plein. En fait, moi j'ai cette chance, j'adore mon métier, je continue à adorer mon métier. Mais ce que j'adore faire, c'est aller boire un coup après les spectacles avec les artistes, avec l'équipe technique, etc. Voilà. Et échanger autour du spectacle et autour de plein d'autres choses. Voilà. Après, techniquement parlant, ce que j'adore faire, j'en sais rien. Il y a trop de choses en fait. Il y a trop de choses. Je crois qu'aujourd'hui quand même, il y a un truc qui me plaît vraiment et que on n'utilise pas forcément toujours assez, mais parce que c'est une rajoute de technique, mais la multidiffusion. C'est-à-dire plonger les gens dans un univers sonore global. Ça j'adore. Ouais, c'est des heures de boulot, il n'y a pas toujours les fonds. Voilà. J'aurais aimé, avant qu'on termine, est-ce que tu peux donner un conseil à un jeune qui aurait envie de devenir technicien? D'après toi, voilà, imaginons on a un jeune qui nous écoute, il a 18 ans. Pour toi, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Est-ce qu'il faut tout de suite s'orienter vers une école? Est-ce que... Voilà.
Ou ça peut être d'autres conseils généraux sur comment devenir technicien. Pour le coup, moi, les choses ont vachement changé. C'est-à-dire que moi, quand j'étais gamin, des diplômes, il n'y en avait pas, en fait. Donc, il n'y avait pas de nécessité. T'apprenais forcément sur le tas. Aujourd'hui, il y a des diplômes de partout. Moi, un diplôme ou une formation professionnelle où c'est important parce que justement aujourd'hui on utilise d'autres formes d'outils. Chaque console, surtout sur la lumière, chaque console a vraiment sa particularité. Le tout informatique fait que va falloir apprendre plusieurs logiciels, va falloir apprendre beaucoup de choses. Donc c'est bien d'avoir ce genre de formation. Et après il y a que sur le tas qu'on apprend. Faut être passionné. Voilà. Faut pas regarder ses heures. Faut pas chercher à gagner plein d'argent. C'est pas comme ça que ça marche en fait. Faut être passionné. Parce que on nous demande beaucoup, que c'est fatigant pour le corps, pour le moral aussi parfois. Voilà, faut être passionné. Est-ce que tu aurais un conseil pour un marionnettiste qui voudrait faire appel pour la première fois de sa vie à un créateur lumière, un technicien lumière, un technicien son? Comment on rentre en contact? Qu'est-ce qu'on doit éviter de faire? Faut travailler de confiance. En fait, il faut vraiment travailler de confiance. Je pense qu'il y a une notion de feeling et que quoi qu'il arrive, gardez ça en tête. La technique, c'est pas elle qui dirige le spectacle. À aucun moment. Il faut qu'il se passe quelque chose au plateau pour que la technique elle ait une raison d'être en fait. Ou alors, faut faire que du show son et lumière et faire d'autres choses. Moi, j'adore les illuminations de Lyon. Là, c'est la fête des Lumières, c'est génial. Mais c'est le but de ce genre de spectacle. C'est vraiment le son et la lumière. À partir du moment où on va se lancer dans du théâtre, dans de l'art de rue, dans du concert, c'est l'artiste qui prime en fait. C'est vraiment ce qui se passe au plateau qui prime. Donc quelqu'un qui vous dit non mais la lumière machin ça va être comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est vraiment l'artistique qui amènera la lumière. Après, quand le plan feu est établi, parce que moi je le vois, ça m'arrive régulièrement, quand on dit là le comédien c'est là qu'il doit être, c'est là qu'il doit être. Là effectivement il faut chacun joue en équipe en fait, entre la technique et le plateau, c'est une grande équipe. Mais ça c'est quand c'est défini. À la création, non, c'est d'abord le propos, puis l'éclairage ou le son. Et c'est d'abord le propos. Donc je pense que quelqu'un qui veut commencer avec un technicien, voilà, dans les discussions, dans le feeling à avoir et la confiance à avoir avec l'autre en face, c'est voilà, on fait d'abord vivre le spectacle. Et la lumière vient appuyer le propos ou la magie. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu ajouter dans notre entretien, quelque chose que tu as envie de dire? C'est le moment. Ok. Merci à vous deux, ça fait super plaisir. Merci à toi. Rigolo comme exercice. Antoine Moriot. Ouais. Merci. Rien. C'était le 4e épisode de Castellet, une série d'entretiens dédiés aux arts de la marionnette. Un grand merci à Antoine Moriot pour cet échange passionnant. Cet épisode était mené par Leandro Simeoni et produit par Anastasia Poupis. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et donnez-nous votre avis. Vos commentaires et questions enrichissent notre réflexion et nous permettent d'améliorer ces rencontres. Pour suggérer des thèmes, proposer des invités ou si vous aimeriez participer à un prochain épisode, écrivez-nous sur castelletmarionette@gmail.com. Merci et à bientôt sur Castellet. La technique, c'est l'ombre, mais elle fait briller. Elle vient après, juste pour souligner. Elle fait rêver, sans se montrer. C'est l'art discret qu'on vient chercher. J'ai commencé dans les aiguises des fifs rouges et noirs. Le son qui sortait, c'était déjà mon espoir. La rue m'a appris l'instant, l'accro, le hasard. Parfois, t'as rien, mais tu transformes le noir. Je viens du trad, des projos qui chauffent. Aujourd'hui tout est aidé, tout est plus soft.
La technique, c'est l'ombre, mais elle fait briller. Elle vient après, juste pour souligner. Elle fait rêver, sans se montrer. C'est l'art discret qu'on vient chercher. Le plateau parle d'abord, la technique suit. On met des virgules, on évite le bruit. J'ai vu trop d'écrans masquer le vivant. Des effets qui brillent mais qui disent pas grand chose souvent. Moi je préfère la maglatude non bien posée. Un visage qui fond une marionnette animée. C'est pas l'outil qui fait l'émotion passer, c'est le regard, l'écoute, le moment partagé. La technique c'est l'ombre, mais elle fait briller. Elle vient après, juste pour souligner. Elle fait rêver, sans se montrer. C'est l'art discret qu'on vient chercher. La technique, c'est l'ombre, mais elle fait briller. Elle vient après, juste pour souligner. Elle fait rêver, sans se montrer. C'est l'art discret qu'on vient chercher. La technique, c'est l'ombre, mais elle fait briller. Elle vient après, juste pour souligner. Elle fait rêver, sans se montrer. C'est l'art discret qu'on vient chercher.